Bonjour tout le monde, bienvenue à ce lancement du site web sur le droit de manifester. Je m'appelle Catherine Descoteaux, je suis la coordonnatrice de la Ligue des droits et libertés et je vais animer ce lancement aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je vais juste procéder avec quelques petits points techniques. Donc, je veux juste vous avertir que l'événement aujourd'hui est enregistré et va être disponible en ligne par la suite. Également, on est en format webinaire, donc vous pouvez prendre le temps. On n'a pas le temps de prendre des questions, mais vous êtes bienvenus de participer dans le chat. Si on a le temps vers la fin, on va être capable de prendre peut-être une ou deux questions. On va voir à quel point que notre lancement se fait charger. Et aujourd'hui, on va commencer par un petit mot de bienvenue de notre présidente de la Ligue des droits et libertés, Alexandra Pierre. Par la suite, on va avoir un petit topo sur l'historique de ce projet-là. Vous verrez que ça fait vraiment longtemps qu'on travaille là-dessus. Il va y avoir la présentation du site web qui va être faite également par deux militantes de la Ligue et on verra sur le terrain en quoi ça peut avoir un impact d'avoir des outils comme ça pour des groupes qui sont militants, qui veulent organiser des manifestations. Donc, je laisserai la parole à notre présidente de la Ligue des droits et libertés, Alexandra Pierre, pour qu'elle vous fasse un petit mot de bienvenue. Alors, merci Catherine. Bienvenue à ce lancement du site Droit de manifester. Je suis très heureuse de vous voir, pas de vous voir, mais de vous savoir nombreux et nombreuses en ce midi. Je vois qu'il y a à peu près 60 personnes, donc bienvenue. Pour commencer, quelques mots sur le territoire sur lequel nous nous trouvons. Dans son travail de promotion et de défense des droits humains pour tous et toutes, la Ligue des droits et libertés s'est donnée comme mission de sensibiliser les populations allochtones aux enjeux liés à l'autodétermination des peuples autochtones. C'est pourquoi nous tenons à reconnaître que nous sommes ici en territoire autochtone non cédé, nommé Tiohtià:ke, Montréal, qui est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations, et également aujourd'hui qui accueille une population autochtone diversifiée avec plusieurs autres communautés qui y habitent également. C'est donc dans le respect des liens avec le passé, le présent, mais aussi l'avenir que nous reconnaissons les relations continues entre les populations autochtones et les autres communautés de Montréal. Le site Droit de manifester a été initié par des militants et des militantes de la Ligue des droits et libertés et a été aussi bâti avec plusieurs partenaires. Le site droitdemanifester.ca sera en ligne à la suite de ce lancement. Et évidemment, on est très fiers de ce lancement puisque le droit de manifester est un droit qui est mis à mal de toutes sortes de manières depuis pas depuis quelques années, mais particulièrement depuis quelques années. Et la dernière exemple en date, c'est la loi 115. Donc, d'abord, je vais vous présenter la Ligue des droits et libertés et ensuite, je vais prendre quelques minutes pour présenter les partenaires de ce projet. La Ligue a donc été fondée en 1963. On va bientôt fêter un 60e anniversaire bien mérité. La mission de la Ligue vise à faire reconnaître, à défendre, mais aussi à promouvoir l'universalité, l'indivisibilité et l'interdépendance des droits reconnus par la Charte internationale des droits de l'homme. Nos activités sont les suivantes, c'est-à-dire qu'on intervient auprès des instances gouvernementales pour dénoncer des situations de violation des droits. On fait de l'information, de la formation et de la sensibilisation ainsi que des campagnes pour faire connaître le plus largement possible les enjeux de droit. D'ailleurs, notre dernière campagne en date vise à déconfiner la démocratie et à demander la levée de l'état d'urgence. Pour ce qui est des partenaires du projet maintenant, le site Droit de manifester a été concocté en collaboration avec d'abord le MEPAC, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec. C'est un mouvement national et multisectoriel qui travaille à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale. Les moyens privilégiés par le MEPAC pour atteindre cet objectif, c'est l'éducation populaire autonome. Et le MEPAC regroupe 11 TAP régionales en éducation populaire autonome qui regroupent plus de 330 groupes populaires et communautaires à travers le Québec.
On a aussi travaillé avec le service aux collectivités de l'UQAM, SAC-UQAM pour les intimes. SAC-UQAM collabore avec des groupes sociaux non traditionnellement desservis par les universités en vue de répondre à des besoins qui leur sont propres, et ce, dans une perspective de promotion collective et culturelle. SAC-UQAM travaille conjointement avec des enseignantes ainsi qu'avec des organismes impliqués dans la promotion collective. Outre les projets structurants développés avec différents groupes communautaires, 2 partenariats formels ont été développés au cours des années avec les mouvements syndicaux et féministes, soit le protocole UQAM-SNCF CSQ-FTQ et le protocole UQAM Relais Femmes. Et enfin, le projet n'aurait pas pu être possible sans le carrefour technopédagogique UQAM, qui met à disposition du personnel de l'UQAM le portail Enseigner à l'UQAM, qui est un centre de ressources en pédagogie et en technopédagogie et en gestion académique. Avec comme mission de soutenir et de conseiller pour nourrir la pratique et la recherche, le Carrefour offre aussi des formations au personnel de l'UQAM. Voilà pour les partenaires. Donc, merci encore aux participantes qui sont là ce midi, aux présentateurs, présentatrices qui vont présenter finalement, et à tous ceux qui ont participé à la mise en place de ce site Internet précieux. Bonne navigation. Merci, Alexandra. Donc, on va continuer en parlant un peu de l'historique du projet. On va voir en fait à quel point il y a du travail, comme je disais plus tôt, derrière l'aboutissement de ce site web-là. Donc, ça va vous être présenté par Nicole Fillon, qui est une militante de longue date à la Ligue des droits et libertés et qui également fait partie du comité d'encadrement pour le projet sur le droit de manifester. Donc, je te donne la parole, Nicole. Mais avant, il va y avoir un petit mot de Lucie Lemonde qui était au cœur du projet. Le projet de site Internet s'inscrit dans une longue lutte qu'a menée la Ligue des droits et libertés pour le droit de manifester. Depuis le Sommet des Amériques en 2001, en passant par le G20 à Toronto en 2010, puis lors des grèves étudiantes qui ont eu lieu entre 2012 et 2015, également lors des manifs contre la brutalité policière, les manifs du 1er mai, la Ligue des droits et libertés a documenter, observer, dénoncer les pratiques policières et les divers prétextes invoqués pour réprimer les manifestations et procéder à des arrestations de masse dans plusieurs cas. Alors, comme vient de nous le rappeler Lucie, ce n'est pas d'hier que la Ligue lutte pour le droit de manifester. Elle s'oppose aux lois et règlements qui ont pour effet de limiter l'exercice du droit de manifester et donne aux forces de l'ordre le pouvoir totalement discrétionnaire de décider où, quand et comment pourra s'exercer ce droit fondamental. La Ligue s'y oppose parce que manifester est un droit constitutionnel et qu'en conséquence, ces conditions d'exercice n'ont pas à être dictées ni limitées tant par les pouvoirs politiques que les pouvoirs policiers. Durant les années 90 et 2000, les corps policiers s'appuyaient surtout, principalement, en fait, sur 3 infractions du Code criminel pour réprimer une manifestation. Les personnes arrêtées étaient en grande partie accusées, on s'en souviendra, d'attroupement illégal, de méfaits et plus rarement de participation à une émeute. Puis, au tournant des années 2010 et vraiment de façon plus systématique à partir de 2012, suite à des décisions défavorables des tribunaux, ils ont pratiquement cessé d'avoir recours au code criminel et ont préféré utiliser les infractions qui étaient prévues aux règlements municipaux ou dans le code de sécurité routière. En fait, c'était plus simple à prouver une infraction réglementaire qu'une infraction de type criminel. Un des problèmes avec ces dispositions réglementaires, c'est souvent leur manque de précision, ce qui laisse pleine latitude aux forces policières pour en faire un outil de répression ou d'intimidation. Aussi, la Ligue a constaté que les manifestantes et manifestants étaient sujets à une application discriminatoire des règlements municipaux, entre autres, selon le thème de la manifestation.
De 2012 à 2015, des milliers de personnes ont été arrêtées et accusées en vertu des règlements municipaux et du Code de sécurité routière. On a produit un bilan qui s'intitulait « Manifestation et répression ». Ça a été produit en 2015. Et ce bilan fait état de l'ampleur de la répression à la fois policière et judiciaire et dénonce les pratiques policières de profilage politique. Le rapport de la Ligue fait également état, et ça c'est quand même positif, du nombre impressionnant d'accusations qui sont tombées ou qui ont été retirées ultérieurement partout au Québec, et ce, en grande partie grâce à la mobilisation des personnes arrêtées. Ce bilan a fait l'objet d'une tournée auprès de groupes communautaires et militants de plusieurs régions du Québec. Et cette tournée a permis à la Ligue d'entendre les préoccupations des groupes des régions visitées, mais surtout de constater combien ces groupes étaient mobilisés pour défendre le droit de manifester. Les militants et militantes se questionnaient en grande partie sur la validité constitutionnelle de plusieurs dispositions du règlement en vigueur dans leur municipalité et sur lesquelles les autorités politiques et policières s'appuyaient pour pouvoir les intimider au moment de l'organisation ou de la tenue même d'une manifestation. Cependant, étant donné qu'il existe à l'échelle du Québec un nombre autant de règlements municipaux qui existent de municipalités, c'était pratiquement impossible pour nous d'approfondir chacun d'entre eux et de répondre de manière individualisée à toutes ces questions. C'est ainsi que Lucie Lemonde, qui est à l'origine de ce projet, a eu l'idée plutôt de fournir aux groupes des outils sous la forme d'un guide qui leur permettrait d'analyser eux-mêmes la réglementation de leur municipalité. Ce guide a été publié il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il y a 2 ans à peu près. Vous le trouverez sur le site de la Ligue. Donc, on a procédé à l'étude de règlements de 64 villes. En fait, on a choisi 4 villes pour chacune des 16 régions administratives du Québec. Et c'est grâce à cet examen, mais aussi grâce aux témoignages de militants et militantes des diverses régions que la Ligue a fini par isoler 8 dispositions qu'on retrouvait fréquemment dans ces règlements-là. Alors, vous allez trouver dans le guide et dans le site web qui fait l'objet du lancement aujourd'hui une analyse juridique et militante qui permet d'en contester la validité. C'est suite à la publication du guide que nous avons convenu de réaliser un site web, ce qui permet en fait de rejoindre un plus large public et de couvrir d'autres volets de la défense du droit de manifester. En effet, vous trouverez dans le site web, en plus de présenter l'analyse juridique des règlements municipaux, vous allez voir une section sur les droits des manifestantes et manifestants et les limites des pouvoirs policiers pendant la tenue d'une manif, et une autre section qui permet de s'informer et de s'outiller face au risque de judiciarisation. On pourrait dire donc que l'ensemble de ce projet vise à aider les groupes et les militantes et militants à élaborer différents types d'argumentaires pour contester, tant sur le plan politique, social et juridique, la légitimité ainsi que la légalité de différents moyens de répression dont disposent les forces policières. Ultimement, il vise à revaloriser l'exercice du droit de manifester collectivement. Merci. Merci, Nicole. Donc, justement, on va rentrer dans le vif du sujet en vous présentant différentes parties du site web sur le droit de manifester. Donc, comme Nicole vous l'a mentionné, on traite de différents volets autour de ce droit-là. On va parler de ce qui se passe avant la manifestation, pendant, après. Et on a même une section, en fait, sur le site web qui traite carrément du sujet de la manifestation en temps de COVID-19. Donc, je vais inviter Jacinthe Poisson, qui est militante à la Ligue des droits et libertés et coordonnatrice du projet du droit de manifester, et également Dominique Bernier, qui est professeur au département des sciences juridiques de l'UQAM, à venir discuter du site web et vous présenter ces différentes sections. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, on est très heureux et heureuses aujourd'hui de vous présenter un site sur le droit de manifester. On rentre dans le vif du sujet. C'est un site détaillé qui va continuer à évoluer au fil du temps, au fil de l'actualité, des enjeux qui évoluent.
C'est un contenu vraiment extensif, détaillé. On couvre une vingtaine de sujets différents abordés par des textes très détaillés, mais aussi des capsules vidéo pour vulgariser un contenu, mieux transmettre ces enjeux-là. Donc, je vous le répète, www.droitdemanifester.ca, c'est l'adresse à retenir. Ici, on va prendre un petit 10 minutes pour vous présenter le site, pour vous donner envie d'aller l'explorer, envie d'aller fouiller dans ces différentes pages-là. Donc, ça va être un très bref survol. Alors, bienvenue sur la page d'accueil du site que vous voyez ici projetée. Le menu principal en haut va vous permettre de vous déplacer, de naviguer sur le site. On va y revenir. Donc, si on descend ensemble dans la page d'accueil, voilà. On peut, donc, ça vous amène à l'introduction sur ce qu'est le droit de manifester. C'est une page ici, là, si vous rentrez dans cette introduction-là, qui vous explique qu'est-ce que c'est le droit de manifester, que c'est l'exercice même des libertés d'expression, de réunion pacifique qui sont protégées par nos chartes au Québec et au Canada, mais surtout que c'est un moyen de mobilisation, d'action essentielle pour les mouvements sociaux, pour les groupes, pour les personnes qui veulent s'exprimer, faire changer, bouger les choses. On explique aussi les rares circonstances où le droit de manifester peut être restreint. Quand la liberté d'expression est en jeu, là, les tribunaux nous l'ont répété, les limites sont rarement justifiées. Si on continue ensemble, ici, on revient à l'accueil du site Internet. Le menu principal, manifester, voilà, qui s'affiche ici, c'est le menu principal manifester qui va vous permettre de naviguer le site. On a organisé le contenu en 3 étapes: avant la manifestation, pendant la manifestation et après. Donc, commençons par avant la manifestation. Comme expliqué, là, le projet émane d'un besoin de lutte contre les règlements municipaux à travers le Québec qui restreignent le droit de manifester. Donc, l'étape avant rassemble des textes, des vidéos sur les principales entraves au droit de manifester à travers le Québec. Donc, quand vous cliquez sur l'étape avant, voici ce qui s'affiche. On voit l'ensemble des sujets qui sont abordés sous forme de vignettes photos ou illustrées. Donc, voilà, suite à la documentation des 64 règlements municipaux à travers le Québec, là, on a identifié les 8 entraves qui reviennent le plus souvent. Je vais vous en faire un très bref survol. Il y a l'obligation de divulguer l'itinéraire ou d'obtenir un permis pour organiser une manifestation, l'obligation d'obtenir une assurance responsabilité qui peut être une couverture qui peut aller jusqu'à 2 millions de dollars pour simplement avoir le droit d'organiser une manifestation en cas de dommage. Il y a l'interdiction de gêner la circulation piétonne ou routière automobile qui est contenue dans beaucoup trop de règlements municipaux à travers le Québec. On a aussi l'interdiction de faire du bruit, des chants, les clameurs, d'utiliser un haut-parleur. C'est des interdictions ou un encadrement très sévère dans beaucoup de règlements municipaux. Il y en a d'autres règlements qui interdisent d'injurier, d'insulter les policiers sous peine d'amende. Dans d'autres cas, les règlements disent qu'une manifestation va être déclarée illégale dès qu'un acte isolé de vandalisme ou de violence est commis. Donc, on prive l'ensemble des manifestants d'un droit fondamental pour l'acte isolé d'une personne. Finalement, l'interdiction de se couvrir le visage, de se masquer, est aussi contenue dans beaucoup de règlements à travers le Québec. Et finalement, l'affichage dans plusieurs règlements est encadré beaucoup trop sévèrement. Donc ça, c'est un survol rapide là, des différentes entraves aux règlements municipaux qu'on a répertoriés au Québec. Ce qui est important pour nous dans ce site-là, c'est de fournir vraiment des arguments politiques et juridiques aux personnes puis aux groupes qui veulent faire changer ces règlements-là, qui veulent vraiment éliminer les entraves au droit de manifester à travers le Québec. Donc, on veut que ce soit un outil d'analyse et de lutte pour ces groupes-là. Je vais vous donner ici l'exemple rapidement d'une page pour que vous voyez un peu le contenu. Donc, chaque vignette, vous allez pouvoir cliquer dessus puis avoir accès à une vidéo. Super, c'est affiché. Avoir accès à une vidéo là, de quelques minutes qui vraiment explique, vulgarise le contenu de la page puis qui vous donne les principaux arguments à retenir. On y explique, par exemple, là, ici, c'est l'obligation de divulguer l'itinéraire d'obtenir un permis. On explique comment à Montréal et à Québec, ça a été une lutte devant les tribunaux qui s'est rendue jusqu'en cour d'appel pour faire invalider les règlements municipaux qui obligeaient à donner un itinéraire. Mais c'est des règlements qui continuent d'exister à travers le Québec. Donc, on veut donner les outils aux groupes pour contester leurs propres règlements dans leur ville. Sous cette vidéo-là, vous allez voir une explication bien détaillée. Donc, pour les curieux, quand vous défilez la page, vous allez voir donc un texte très détaillé pour vous donner des arguments et une section à droite pour en savoir plus. Donc, beaucoup de contenu vidéo écrit pour aller encore plus loin.
Et je vais passer la parole maintenant à Dominique. Bonjour, alors je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui pour continuer à vous présenter le site qui est tellement bien fait, organisé et structuré. Et je pense que c'est important de comprendre qu'il y a le avant la manifestation où on parle des entraves et c'est vraiment un contenu qui est important parce que ça peut permettre au groupe de réfléchir à l'organisation des manifestations dans un délai de court, moyen ou long terme, voire entamer là, des luttes contre certains règlements. Par contre, on est aussi conscient et consciente qu'une manifestation, ça peut être spontané, ça peut commencer très rapidement. Donc, il n'y a pas toujours cette longue réflexion là, qui peut se faire sur les règlements, par exemple, d'une ville où on décide là, d'exercer son droit de manifester. Donc, à partir de ce moment-là, les 2 prochaines sections deviennent vraiment importantes au moment où la manifestation commence. Donc, l'étape pendant la manifestation et l'étape après la manifestation. Donc, même système, là, dans l'onglet manifester, vous pouvez aller visiter là, la section pendant la manifestation. Et exactement comme dans la section avant, vous avez une déclinaison là, de sujets qui sont abordés. Donc, je peux vous les mentionner, là, la déclaration d'illégalité et de dispersion qui peut être faite pendant la manifestation. On a une section sur de l'interpellation à l'arrestation qui décrit les différentes interactions qui peuvent arriver avec les services de police, donc d'une interpellation jusqu'à une possible, en fait, une non souhaitée arrestation, mais donc on en parle quand même dans le détail. On parle aussi justement des pouvoirs policiers de filmer, ficher, menotter et fouiller. Et sachez que pour faire ces sections-là, on a énormément consulté parce que ce sont des petits détails qui sont importants et qui devaient être documentés de façon juridique. Donc, les droits des manifestants, les arrestations préventives, par exemple, qu'on a vu au moment des grèves de 2012 et qui ont été évidemment vraiment décriées. Être migrant, migrante et manifester, des actions directes et la désobéissance civile et finalement une section sur le profilage politique. Donc, c'est exactement le même fonctionnement que vous a présenté Jacinthe il y a quelques instants, avec des vignettes, avec une image. Et quand vous cliquez sur la vignette, bien, vous avez encore là des vidéos et des descriptions texte et des sections pour aller plus loin qui vous permettent là, vraiment d'explorer chacun des sujets qui sont présentés. Et notez aussi que le site Web est accessible et facile à consulter sur un téléphone, en plus de l'être évidemment sur un ordinateur. Donc, vous pouvez le faire dans le feu de l'action. Finalement, il y a la section après la manifestation et justement, là, on revient aux effets ou aux conséquences ou aux événements qui peuvent avoir eu cours pendant une manifestation. Même fonctionnement, section manifester. Et dans ce cas-là, on traite, par exemple, dans l'hypothèse où il y a une arrestation, de la remise en liberté et des conditions, de comment se défendre, des effets d'être déclaré coupable d'une infraction. Et on va différencier, par exemple, les infractions réglementaires aux infractions criminelles, s'occuper de ces constats d'infraction, les recours en cas d'abus policier. Et une section très intéressante qui va porter sur une contestation qui a eu du succès, donc celle de la contestation contre le règlement P6 à Montréal. Donc, ça fait pas mal le tour de notre site Web. Et pendant que j'ai le micro, je me permets un remerciement spécial à ma voisine Jacinthe, qui est la coordonnatrice du projet depuis fort longtemps. Il y a énormément de personnes ici qui ont travaillé fort à ce projet. Je pense à nos coordonnatrices au service aux collectivités, Mélanie, Joséanne, mais on en doit toute une à Jacinthe pour ce site. Alors, petit point d'applaudissement. Que je ne t'avais pas annoncé, mais voilà, c'est fait. Je suis gênée et je reviens au micro pour vous parler d'une dernière page qui est très d'actualité. Même si notre projet a précédé le début de la pandémie, on ne pouvait pas ignorer les nouvelles contraintes, les nouvelles restrictions au droit de manifester imposées depuis le début de l'état d'urgence sanitaire. Donc, vous allez trouver une page qui décrit l'évolution des normes sanitaires applicables à la manifestation spécifiquement dans un petit onglet en haut à droite en rouge. Yes. Donc, vous allez trouver dans cette page-là différentes sections qui nous expliquent qu'est-ce que c'est l'état d'urgence sanitaire, quels sont les pouvoirs du gouvernement sous l'état d'urgence sanitaire, quelles sont l'évolution des normes de l'obligation de porter le masque durant une manifestation au fil de la pandémie, les normes là, de distanciation sociale pour les rassemblements extérieurs, mais spécifiques pour la manifestation, ont été différentes à certains moments.
les limites du nombre de personnes qui pouvaient se rassembler à l'extérieur en rassemblement au fil de la pandémie. Puis plus récemment, aussi, il y a une section qui porte sur la récente adoption de d'une loi interdisant les manifestations à une distance de 50 mètres de certains lieux de santé et d'éducation, ce qui est une restriction tout de même importante et inquiétante au droit de manifester. Et puis, vous trouverez la position de la Ligue et différents documents et vidéos à consulter pour connaître la position de la Ligue sur cette loi précisément-là. Donc, un petit punchline, saviez-vous qu'à ce jour, il n'est plus obligatoire de porter un masque durant une manifestation? C'est dur de suivre au fil des décrets l'évolution des normes sanitaires. Il faut vraiment lire, décret par décret ce qui se passe parce que c'est une information difficile à trouver. Donc, vraiment, sur cette page-là, vous allez trouver tous les détails des normes qui se sont appliquées au cours de la pandémie et maintenant aux manifestations. Merci Dominique et Jacinthe. Donc, le droit de manifester, ça s'exprime de différentes façons, dépendamment où on se trouve, qu'on soit à Montréal, qu'on soit dans la Naudière, en Gaspésie, ça va tout le temps s'exprimer différemment. Donc, on va aller faire une petite rencontre avec deux personnes qui travaillent à l'extérieur de Montréal. Donc, on a François Van Vliet du Mouvement d'éducation populaire de la Naudière et Christian Milot du Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue qui vont nous parler de leur réalité régionale, comment ils vivent ça, le droit de manifester dans leur région, quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés, est-ce qu'ils ont réussi à en surmonter, c'est quoi qui reste encore à surmonter à ce stade-ci. Donc, je vais leur transmettre la parole. Christian, on commencerait avec toi. Et non, on commencerait avec François, je suis désolée. Il me semblait aussi. Merci. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je suis agent de mobilisation et d'éducation populaire au MEPAL, qui est un regroupement d'organismes communautaires qui font de la défense de droits et de l'éducation populaire dans le territoire qu'on appelle la Naudière, qui est d'ailleurs le Nitaskinan, le territoire traditionnel non cédé du peuple Atikamekw. On m'a demandé de parler ici un peu pour témoigner de comment ça se passe quand on veut organiser une manifestation dans la Naudière. Alors, je vais vous parler en particulier du cas de Joliette. C'est là qu'on a nos bureaux et qu'on fait le plus souvent nos manifs. Puis, je tiens à préciser que Joliette a comme pas eu bonne presse là, dans la dernière année là, avec l'affaire de Joyce Echaquan puis le racisme anti-Atikamekw à l'hôpital, mais je parle de ce cas-là, mais il ne faut pas penser que c'est juste à Joliette que c'est de même. Christian va nous parler de l'Abitibi, mais je pense que dans pas mal toutes les municipalités au Québec, il y a des règlements problématiques comme ça qui limitent le droit de manifester. Donc, ici à Joliette, on a le règlement concernant la paix et l'ordre et décrétant certaines nuisances. Fait que le MEPAL, on n'est pas neutre, on est pour l'égalité, on est pour la justice sociale, on est pour la transformation sociale. Bien, il faut savoir que des règlements municipaux, c'est pas neutre non plus. Ce qu'on voit dans ce règlement-là, il y a énormément de lois qui ciblent les personnes sans abri ou les personnes pauvres en général dans l'espace public. Je pense que tout le monde connaît la citation qui dit que les lois sont neutres, elles interdisent autant aux riches qu'aux pauvres de dormir en dessous des ponts puis de voler du pain. Bien, je pense qu'il faut voir les règlements qui encadrent les manifestations de la même manière, c'est-à-dire que les groupes qui ont besoin d'organiser des manifestations, c'est pas les riches propriétaires ou c'est pas les personnes qui ont du pouvoir et de l'argent, c'est des groupes marginalisés. Et donc, les lois qui sont faites pour contrôler la manifestation, ben c'est pour contrôler les groupes marginaux et les groupes communautaires, les groupes finalement qui réclament plus d'égalité dans notre société. Alors, ce règlement-là, il a été adopté en 2008. Il a été modifié plusieurs fois depuis. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au début, il fallait l'autorisation du conseil municipal. Ça a été changé en 2015. Maintenant, c'est l'autorisation de la ville de Joliette pour manifester. Sauf que c'est pas super clair. Est-ce que c'est la personne au loisir? Est-ce que c'est le maire de Joliette qui donne son autorisation? C'est pas super clair. En 2016, ils ont interdit le fait de maintenir un bâtiment qui était devenu insalubre et inhabitable. Ils ont interdit ça. Mais si vous saviez l'état de l'insalubrité dans les logements à Joliette, on voit qu'il y a des règlements qui sont plus appliqués que d'autres.
Puis finalement, un très bon exemple que je disais que les règlements ciblent les personnes pauvres en particulier. En juillet 2020, en plein dans la pandémie et dans les canicules, ils ont ajouté un nouveau règlement pour interdire d'être torse nu sur la place Bourgette, qui est le centre-ville de Joliette, l'équivalent un peu du Carré-Berry, si vous voulez. On se doute bien que ce règlement-là, ça ne cible pas des gens qui ont une piscine dans leur cour, ça cible les pauvres qui ont trop chaud et qui essaient de survivre à la canicule au centre-ville. Je vais vous souligner 2-3 petits règlements qui, selon moi, sont assez absurdes et qui illustrent un peu à quel point que la ville a senti le besoin d'interdire des choses, pas seulement pour les manifs, là, mais quand on parle de nuisance, il est interdit de projeter de la lumière en dehors de ton terrain. Il est interdit d'émettre des odeurs nauséabondes. Interdit de laisser pousser les mauvaises herbes et du gazon à plus de 15 cm. Un que j'aime bien, c'est qu'il est interdit de faire du bruit. Puis le bruit est défini comme tout son ou ensemble de sons ou de vibrations perceptibles par l'ouïe. Ça va loin, là. Interdit, ça. Bon, je vous en passe parce qu'il y en a beaucoup. On va aller, donc, au niveau du profilage social, là, comme je vous mentionnais, il est interdit de mendier, de fouiller dans les poubelles, de faire du squeegee, de flâner ou de se coucher, de se loger ou se réfugier dans un bâtiment vacant. Encore une fois, hein, ça s'applique aux riches comme aux pauvres, mais on voit bien qui ça cible en vérité. Il est interdit de pratiquer quelques sports, à moins qu'ils ne comportent aucun danger, dont des dangers pour le gazon. Bref, ça, c'est tous des règlements qui font partie du règlement pour la paix et le bon ordre. C'est le bon ordre. Donc, il faut savoir, pour ce qui arrive plus au niveau des manifestations, il est interdit de troubler la paix et d'agir contrairement au bon ordre de quelque manière que ce soit. C'est un peu flou et général, non? Bon, il est interdit de proférer des insultes et de jurer. Ça, c'est un classique. Là. On n'a pas le droit de sacrer à Joliette. Même si on aurait bien des raisons de vouloir le faire. Il y a un règlement qui interdit les assemblées illicites. Donc, ça recoupe l'accusation qui est dans le code criminel d'attroupement illégal qui commence à 2 personnes ou plus. Fait que ça, c'est la paix et le bon ordre. Les conséquences, si on ne respecte pas ces règlements-là, ça peut aller de 200 à 1 000 $ d'amende pour un individu, 300 à 2 000 $ pour des organisations, plus les frais et tout autre recours civil. Sinon, on va voir ça dans le document qui est affiché, le deuxième, là, demande d'autorisation pour circuler dans la rue. Puis je trouve ça intéressant de noter que la Ville a noté que s'il y a un règlement de ce règlement-là qui est déclaré inconstitutionnel par une cour, ça n'invalide pas l'ensemble du règlement. Donc, ils se doutaient que si jamais il y a du monde qui conteste ça, mais eux, ils veulent garder comme le reste, même s'il y a des parties de... Selon moi, il y a beaucoup de règlements là-dedans qui seraient inconstitutionnels, mais bon, c'est pour déterminer ça, évidemment, comme vous savez, il faut aller en cours. Alors, si on ne veut pas aller en cours, il y a la demande d'autorisation pour circuler dans la rue, qui est un formulaire qui est sur le site de la Ville de Joliette. Ce qui est demandé, c'est de demander l'autorisation au moins 8 semaines à l'avance, 12 semaines durant les élections municipales. Nous, c'est assez rare qu'on organise des manifs autant que ça à l'avance, je vous le dis. Bon, il y a toutes sortes de spécifications, là. L'événement ne doit pas entraîner la fermeture complète de la rue, ne doit pas nuire à la circulation, ça c'est difficile. Ça doit se faire idéalement en dehors des heures de pointe et pendant les plus courtes périodes possibles. Le trajet doit privilégier les rues où le débit de circulation est le plus faible, tout en tenant compte de la capacité du réseau environnant à absorber la circulation déviée. C'est fort. Il faut remettre l'itinéraire. Respecter les heures de début ou de fin sous peine d'annuler l'autorisation, donner un numéro de téléphone pour être rejoint en tout temps. Et un truc, Christian va nous parler tantôt, on doit avoir une police d'assurance responsabilité qui doit couvrir un minimum de 2 millions de $.
De plus, les organisateurs sont responsables pour tous les dommages causés, pour les frais judiciaires ou extrajudiciaires. Bref, ça met pas mal de pression sur les épaules si tu as le goût d'organiser une manif à Joliette. Fait que dans le fond, ce que ça nous dit, c'est que selon la ville puis selon la police, manifester, ce n'est pas un droit, c'est en fait, c'est une dérogation à un règlement municipal ou même à plusieurs règlements municipaux. Donc, c'est ça. Puis moi, dans le cadre de mon travail, ben, nos membres des organismes communautaires, ils ne veulent pas qu'il y ait de problème des manifs, ça se comprend. Donc, ils m'ont demandé de communiquer avec la ville pour leur avertir qu'on faisait des manifs, pour que ça se passe bien. Puis à la ville, on m'a dit, ben, vous avez le droit de manifester, mais on ne veut pas vous autoriser, parce que sinon, ça engagerait comme leur responsabilité. Donc, ils nous demandent quand même de les aviser, mais ils s'en lavent un peu les mains. Il faut qu'on appelle la police aussi, parce que ici, c'est la Sûreté du Québec, donc ils sont un peu indépendants de la ville. Puis la police, ben, ils nous disent, avez-vous été autorisé? Non. OK, ben, techniquement, pour nous, notre job, ce serait de vous arrêter. Sauf que l'image est importante de ce temps-là. C'est le fun. Et donc, ils nous laissent manifester, mais en fait, des fois, ils viennent juste pour bloquer un peu la circulation, ou des fois, ils nous disent, ben, en fait, on n'a pas le temps de s'occuper de vous, fait que arrangez-vous tout seul. Ce qui, en soi, c'est correct, mais tu sais, c'est comme nous, il faut qu'on collabore avec eux, qu'on monte patte blanche, mais de l'autre côté, il n'y a pas beaucoup de collaboration. Il y a aussi, ben, tu sais, ça affecte à Joliette, mais ça affecte aussi nos membres. Il y a un de nos organismes membres qui voulait manifester à Saint-Calix au printemps, durant la crise du logement. Là. Et ben, il fallait demander l'autorisation du conseil municipal, qui était 3 jours avant la manifestation. Donc, ça veut dire que les organismes sont pris avec, soit on se plie à tout ce qu'il faut pour avoir l'autorisation, mais ce qui fait qu'il faut que tu attendes 3 jours avant d'annoncer ton événement. Ou bien, ben, tu décides de quand même organiser une manif sans avoir d'autorisation, mais ce qui peut mettre tes membres à risque. Fait que la conséquence de tout ça sur les organismes, c'est que ben, les gens ont peur. Ils ont peur de manifester ou d'organiser des manifs. Donc, souvent, les groupes s'auto-censurent, s'auto-répriment, si on veut. Ils préfèrent même pas demander de permis parce qu'ils sont sûrs que ça va être refusé. C'est comme on a vu toutes les conditions, là. C'est ça. Fait que ben, la conséquence, c'est qu'il y a peu de culture de manifestation, je dirais, dans la Nodière. Ça existe, mais je pense que c'est à développer. Donc, ben voilà, c'est à peu près là où on en est. Puis, ben, au MEPAL, on essaie de changer ça. Puis, avec le soutien de la Ligue des droits, puis l'exemple du REPAT, ben, ça nous motive à continuer à lutter pour défendre ce droit pour qu'on puisse faire notre travail qui est de défendre les droits sociaux et faire de l'éducation populaire. Je ne sais pas si j'ai rempli mon temps, mais... Oui, oui, tout à fait, François. Mais en fait, on va pouvoir peut-être justement aller vers l'exemple du REPAT, ce qui s'est passé en Abitibi-Témiscamingue. Christian, si tu veux prendre la parole. Est-ce que tu es là, Christian? Entendez-vous? Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui. OK. Fait que, ben, bonjour tout le monde. Fait que je ne me vois pas la figure à l'écran. Ça veut dire que vous ne me voyez pas? Ah, là, on me voit. C'est bon. Fait que grosso modo, je vais vous parler de la réalité Abitibi-Témiscamingue, mais je vais vous parler peut-être un peu plus de la réalité de Rouen. Bien que réalité de Rouen versus réalité Abitibi-Témiscamingue, ça ressemble quand même assez bien, là. Fait que juste avant de vous parler un petit peu comment on a fait évoluer le droit de manifester à Rouyn-Noranda, juste parler un petit peu de contexte, bien qu'on en a parlé en début de présentation. Premièrement, peut-être vous dire qu'il y a toujours eu un règlement à Rouen là, qui encadrait sévèrement le droit de manifester, comme qui existe probablement dans toutes les municipalités, ou du moins il existe dans toute municipalité importante de l'Abitibi-Témiscamingue. Parmi ce règlement-là à Rouen, qui était assez sévère, là, qui faisait en sorte que chaque regroupement de plus que 2 personnes, c'était considéré comme un attroupement et pour lequel il fallait faire une demande d'autorisation à la ville de Rouyn-Noranda.
Fait que ces règlements-là existaient toujours, mais avant le printemps arabe, là, on peut vous dire qu'ils n'étaient pratiquement pas appliqués. Toutefois, à partir de 2012, dans le gouvernement là, un peu Charest, on l'a appliqué avec force. Là. Important également de savoir que dans l'ère Couillard, en 2015, le REPAT a mené une série de manifestations pour lesquelles une en particulier, il y avait eu une gradation des moyens de pression, puis on était rendu un peu plus haut, puis il y a eu une arrestation là, rigoureuse pour laquelle un de nos manifestants a été arrêté, ce qui a fait en sorte qu'il s'est installé un peu un climat de frilosité pour nos manifestants, pour chaque manifestation. Important également que vous sachiez que jusqu'en 2019, la ville de Rouyn-Noranda était traversée par une rue du MTQ, ce qui faisait en sorte que pour avoir un permis, pour pouvoir manifester à Rouyn-Noranda, ça demandait une autorisation de la ville qui devait passer au conseil avec une assurance responsabilité civile, une autorisation de la Sûreté du Québec, une autorisation du ministère des Transports. Fait qu'oubliez ça, les manifestations spontanées légales, parce que c'était comme à peu près impossible. On en faisait quand même pendant cette période-là, mais c'était un peu bizarre, mais on avertissait tout le temps nos militants, de ben là, on manifeste, sachez que c'est un peu illégal, fait que s'il arrive ça, soyez au courant que ça peut arriver. Je dois faire une petite parenthèse également pour le droit à l'affichage. À Rouyn-Noranda, comme à d'autres municipalités, des années 2010 à peu près, on a vu apparaître là, ce qu'on appelle des colonnes Maurice, des gros babillards électroniques pour diriger vers où on voulait afficher. Toutefois, encore là, ces endroits-là, ils étaient beaucoup encadrés, dans le sens qu'à Rouyn-Noranda, pour pouvoir afficher sur ces colonnes Maurice-là, ces babillards publics-là, grosso modo, toute activité politique était interdite, tout événement relié à une activité de revendication était interdite, et tout ce qui n'était pas daté, genre faire par exemple, faire une mobile... excusez, j'ai un blanc de mémoire. Revendiquer, par exemple, un monde sans discrimination, ben, vu que ce n'est pas une date, ben, c'était encore impossible d'utiliser ces babillards-là. Fait que maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? En 2017, voyant ces nombreux critères-là, ben, un comité qui a été piloté, entre autres, par le ROC, le regroupement d'organismes communautaires de Rouyn-Noranda, appuyé par le REPAT, a été mis en place. Première étape qu'on a faite, c'est qu'on a analysé les règlements. Toutefois, sachant qu'il y avait une tournée de la Ligue des droits qui s'en venait, on s'est dit, ben, on va attendre. Probablement qu'ils vont pouvoir venir rencontrer avec nous. Notre objectif, c'était de faire des rencontres conjointes, là, Ville et Ligue des droits et nous, pour faire avancer ce droit de manifester-là. Toutefois, la pandémie a arrivé. Fait que finalement, cette tournée de la Ligue des droits, là, bien qu'elle était super intéressante, n'a pas pu avoir lieu jusqu'à aujourd'hui. Parallèlement à ça, pour remplacer cette tournée-là, comme ils ont dit tout à l'heure, il est arrivé un bel outil pour nous qui s'appelle ce bel outil-là, le droit de manifester au Québec, pour lequel là, la ville de Rouyn-Noranda, chanceuse comme elle est, on avait une section, une étude de cas sur Rouyn-Noranda. Je m'aperçois qu'il y a le flou en arrière, désolé. Nous, on s'est servi de cet outil-là, en tant que comité, pour l'envoyer directement à nos élus, puis par nos contacts qu'on avait, s'assurer que nos élus l'aient bien en leur possession, puis l'aient bien lu. Fait que ça, je peux vous dire là, que ça a été probablement un des premiers outils qu'on a utilisés là, quand l'outil a été fait en 2020. Juste pour vous dire aussi là, pourquoi on a poussé un peu plus, c'est qu'il y a plusieurs décisions controversées dans la période de Legault qui faisaient en sorte que la demande d'autorisation à la ville qui s'associait souvent là, à une demande d'assurance responsabilité civile, on demandait souvent au REPAT, à notre organisation, de dire « Hey, pouvez-vous couvrir notre événement parce qu'on n'a pas l'assurance pour ça, notre manifestation. » Fait que ça aussi, ça nous a poussé un peu dans le cul à dire « Hey, il faut agir. » Fait que le comité qui est arrêté en 2017, qui a été remis en place en 2020-2021. En 2021, on a eu un échange avec la ville, on voulait revoir les règlements. Toutefois, voyant qu'il était cité dans l'étude de cas, on dirait qu'ils n'osaient comme pas trop nous donner le règlement, puis ils nous disaient tout simplement, on est en train d'échanger. Fait que là, on s'est dit, c'est peut-être un bon momentum. Fait qu'on a poussé un peu plus.
le comité a décidé d'envoyer une lettre claire à l'adresse de la mairie pour leur dire la non-conformité du règlement du droit de manifester. En avril-mai, on a mis à l'appui les organismes populaires, les groupes de partenaires, en tout cas, un paquet de monde a envoyé des lettres d'appui pour dénoncer ce règlement-là, toujours en s'appuyant, en ayant un bon soutien avec la Ligue des droits. Finalement, en juin, la Ville nous a annoncé qu'il n'y a plus besoin de permis, plus besoin d'assurance pour pouvoir manifester. C'est un gros gain pour nous. Puis honnêtement, on ne se le cache pas que le guide nous a fortement aidés là-dedans. Puis le fait qu'on ait réussi à se mobiliser, là, ça a été pour nous, là, en tout cas, ça nous a donné un gros coup de main. Je terminerai en refaisant un petit parallèle sur le droit de l'affichage. Le droit d'affichage, toutefois, est toujours maintenu à Rwanda, malgré les petites interventions qu'on a faites. Ça veut dire que pouvoir afficher, ça ne doit pas être politique, ça ne doit pas être une revendication. Fait que c'est la prochaine lutte qu'on va souhaiter mener une fois que notre conseil va être élu là, à quelque part à la mi-novembre. C'est pas mal ça. Merci, Christian. Mais en fait, je vous remercie François Dumépal, Christian Durépat pour être venus partager vos impressions, vos expériences avec nous. Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a encore énormément d'entraves, même s'il y a des petits pas qui se font sur la question. Il y a encore beaucoup d'entraves qui existent par rapport à ce droit-là, pour le droit de manifester. Donc, par exemple, justement, le site web sur le droit de manifester explique comment gérer les attentes par rapport, exprimer ce droit-là, en fait, avant la manifestation, mais contrairement au guide qui avait été publié en 2020, on va aussi traiter de ce qui se passe pendant et après la manifestation. Donc, c'est un ajout qui permet d'aller encore plus loin dans l'exercice de ce droit-là. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le site web aussi qu'on lance aujourd'hui. Donc, on n'a pas reçu de questions, mais on a reçu énormément de félicitations dans le chat Facebook. Donc, je veux le mentionner pour toutes les personnes qui ont travaillé sur le site web. Donc là, je vais toutes vous remercier. En fait, là, je vais tout faire la liste, mais je vais vraiment faire une bonne main d'applaudissements pour toutes ces personnes-là. Il y a énormément de travail, de temps, de peaufinage qui a été mis là-dedans. Donc, je voudrais vraiment souligner le travail et les efforts qui ont été mis là-dedans. Donc, je demanderai une bonne main d'applaudissements. Donc, dans les partenaires au projet, comme ça a été mentionné plus tôt par Alexandra Pierre, il y a le MEPAC et le SACUCAM. On remercie chaleureusement l'engagement de l'équipe du Carrefour technopédagogique aussi pour la réalisation du site, des capsules, etc. Donc, je pense à Philippe Flamand, Maxime Boisvert, Noémie Descoteaux, Nicolas Leblond, Manuel Gauthier. On remercie aussi le soutien étudiant de l'Observatoire des profilages qui a aidé dans ce projet-là. Ce projet-là est également rendu possible grâce à la participation financière du Fonds des services aux collectivités du ministère de l'Enseignement supérieur. Je remercie évidemment nos présentateurs, présentatrices et tous les participants qui étaient, les quelques personnes qui étaient en présentiel avec nous sur place, mais aussi toutes les personnes qui étaient en visioconférence. Merci d'avoir assisté à ça, merci d'avoir participé à ça. Je remercie également l'équipe du service de l'audiovisuel qui est en soutien technique avec nous aujourd'hui, qui nous a vraiment assistés pour lancer cet événement-là. Également, on remercie les membres du comité d'encadrement, donc Nicole Fillon, que vous avez entendu tantôt, Dominique Bernier, qui a aussi parlé, Vincent Grayson, Mélanie Pelletier, Joséanne Riverain, Lucie Lemonde, qui ne pouvait pas être avec nous physiquement sur place aujourd'hui, mais qui est avec nous en visioconférence, Jacinthe Poisson, Gabriel Dumas du MEPAC. Et je vous rappelle également que le site web sera lancé sous l'URL droitdemanifester.ca. Donc, notez ça, droitdemanifester.ca. C'est disponible à partir de maintenant. Donc, vous pouvez aller tout de suite regarder son contenu, aller le partager, le diffuser et prendre l'action, prendre la rue, en fait. Donc, je vous remercie. Au revoir.